Le plaisir d'accueillir les représentants d'Oversteam pour une conférence qui va vous intéresser tous, j'en suis sûr, pour des conseils de préparation, de diététique et de gestion de course. Trois experts qui seront avec nous. Un grand champion que vous connaissez tous, Dominique Chevalier, qui va être avec nous. Alors Dominique, je vais lui laisser le micro parce que je sais qu'il va les présenter mieux que moi, ceux qui vont l'accompagner dans cette présentation, avec notamment Marion Rouxel, notre diététicienne. Diététicienne chez Oversteam, donc elle va se présenter elle-même. Donc Marion, tu fais quoi exactement Marion chez Oversteam? Bonjour à tous, donc diététicienne nutritionniste chez Oversteam, ça consiste c'est la R&D, recherche et développement, donc tout ce qui est amélioration de produits et puis bien sûr la création de nouveaux produits tous les ans. Et nous aurons à vos côtés aussi le coach, l'entraîneur, c'est Gilles Dorval. Gilles Dorval, lui c'est le coach, moi je suis l'ambassadeur, je suis l'homme de la photo, il y a les hommes de l'ombre derrière. Alors Gilles, t'as tes fonctions plutôt. Alors bonjour à tout le monde, donc moi je suis Gilles Dorval, entraîneur diplômé au niveau de la Fédération Française d'Athlétisme, 3e degré d'entraîneur. Et puis à côté de ça, je suis le responsable, le créateur, le responsable du site Conseil Course à pied, sur lequel vous avez les plans d'entraînement, les conseils pour préparer vos différents objectifs. Alors avec vous... Et attends, alors ancien coureur de 800 mètres, 1500 mètres, l'athlétisme traditionnel et marathonien. Donc tu vaux quoi ton niveau sur marathon? Oh, c'est très modeste, 3h23 je crois que j'avais fait la dernière fois. Voilà. Faut pas dire ça, modeste 3,23 parce qu'il y a des gens qui galèrent pour faire 4h15, etc. Et puis bon, alors je me représente, Dominique Chevalier, plus de 40 ans de course à pied, ancien champion du marathon, 2h11. Et puis maintenant, je suis un peu le consultant pour vous, le grand frère des runners. Voilà, c'était pour me présenter. Et puis lui, je vais juste le présenter comme ça, il s'appelle Harry Bignon, il est animateur, c'est lui que tu feras le départ demain, tu feras quoi? Non, demain je serai sur un autre événement, ça sera Marc Maurice, je vais vous laisser en voilà, donc animateur du... pendant les 3 jours, voilà. Je vous retrouve au 10 km de l'équipe. Et puis on va le retrouver au 10 km de l'équipe, une organisation ASO et sur plein de courses. Bonjour Géraldine, pardon. Et avec vous, donc, si nous vous avons réunis tous les trois, c'est pour parler de choses importantes dans le marathon. C'est la préparation, c'est la diététique et c'est les conseils en gestion de course à la dernière étape de demain. Oui, là, il reste 24 heures. On vient de faire un petit speech, un petit brief chez Jogging. Je vais répéter un petit peu la même chose. Les questions, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut manger des pâtes? Je pense que vous le savez tous, les 3 derniers jours, on se fait des régimes glucidiques. Marion va en reparler. Alors si à mon époque, on mangeait des pâtes, une assiette, 2 assiettes, voire 3, quitte à être ballonné parce qu'on mangeait des pâtes pour se rassurer, certains se levaient même à 5 h du matin avant un marathon pour remanger des pâtes. Ce temps-là est révolu, c'est fini. Maintenant, il y a le fameux malto, vous savez, cette poudre que vous mettez dans une bouteille d'eau. Allez, en parlant en termes très populaires, des nouilles liquides, c'est l'équivalent un petit peu de ces pâtes. Donc ça, c'est le côté le plus important dans les 3 derniers jours. Et avant de passer le micro à Marion, alors pareil, les nuits de sommeil, naturellement, il faut avoir bien dormi. Vous êtes reposé avant, j'espère que vous êtes bien reposé cette semaine. Si vous avez bien dormi les nuits précédentes, si ce soir vous dormez mal parce que vous avez voyagé, c'est pas la même literie, vous êtes excité par le marathon, vous dormez mal, et bien c'est pas bien grave, même avec 2, 3 ou 4 heures de sommeil, ça suffira, ça ne nuira pas votre performance, j'en suis sûr. Soyez fort dans votre tête surtout. Alors Marion, qu'est-ce qu'on fait là? Il est 15 h, le marathon, c'est dans quelques heures si je puis dire. Je vais surtout parler de votre dîner, du coup ce soir. Effectivement, comme Dominique l'a bien précisé, ce n'est pas la peine de vous faire qu'une assiette de pâtes ou qu'une assiette de riz, d'autant plus que j'ai vu un bon nombre de coureurs là sur ce marathon qui ont le malto dans leur bouteille. Donc ce soir, pensez une part de protéines, donc protéines animales maigres, ça peut être de la volaille, viande rouge maigre, vous pouvez prendre du jambon, dégraissé décoiné, un petit filet de poisson, etc. Vous choisissez donc avec ces protéines un petit peu de féculents, ça doit être à peu près un quart de votre assiette, pâtes, riz, semoule, ça peut être également des pommes de terre. Le pain aussi est un féculent, et puis vous pouvez y rajouter quelques légumes cuits, la cuisson ramollit les fibres, donc il n'y a pas de problème au niveau digestif.
Et il n'y a vraiment aucun intérêt à charger en féculents ce soir, d'autant plus pour les marathoniens qui ont le malto. Le malto, pour vous réexpliquer un petit peu ce produit, donc ce sont des maltodextrines, d'où son nom. Les maltodextrines, ce sont vraiment des sucres très lents, entre guillemets, un index glycémique très bas. Et ce sont des glucides du coup qui vont permettre de faire vos réserves de glycogène. Le glycogène, c'est un des carburants qui va vous servir demain. Il est stocké au niveau des muscles et également au niveau hépatique, au niveau du foie. Voilà. Je suis après tout oui pour vos questions voilà, par rapport aujourd'hui au dernier repas, etc. Alors nous parlons diététique, nous parlons aussi entraînement, on parle des fois d'aller faire un dernier footing le samedi pour se rassurer, pour voir s'il n'y a pas de douleur. Est-ce que c'est utile? Est-ce qu'il faut encore courir quelques minutes à la veille de son marathon et demain par rapport à l'échauffement aussi? Alors, aujourd'hui, s'il y a certains d'entre vous, après avoir fait le voyage, si vous avez envie d'aller vous détendre un peu les jambes et puis faire quelques foulées, il n'y a aucun souci, hein, vous pouvez faire un petit quart d'heure, 20 minutes, mais alors très léger. Maintenant, si vous n'avez pas envie de chausser les running, c'est absolument pas nécessaire d'aller courir aujourd'hui. Donc après, ça dépend les personnes. Si vous avez envie de vous détendre, puis suer un tout petit peu, voilà, faire quelques petits foulées, il n'y a pas de souci. Mais par contre, rester sur la réserve, c'est vraiment un footing à allure très longue. Gardez votre énergie pour demain, ça sera déjà suffisamment long comme ça. Donc après, tu évoquais l'échauffement. Alors l'échauffement, Dominique pourra le confirmer, les coureurs élites, ils s'échauffent à peine 10 minutes sur un marathon. Hein. Souvent, on profite des premiers kilomètres pour effectuer l'échauffement. Donc, vous les coureurs en 3 heures, 3 heures et demie, 4 heures, même 4 heures ou plus, profitez des premiers kilomètres pour vous échauffer. C'est pas la peine d'aller faire un footing d'échauffement avant la course. Vous rentrez dans le sas et vous profitez en plus à Paris, les premiers kilomètres ils sont vraiment très faciles, hein, c'est en descente. Donc vous avez largement le temps de faire votre échauffement sur les 2-3 premiers kilomètres et puis après de rentrer progressivement dans votre course. Donc ne vous cassez pas la tête avec l'échauffement. Ouais, je le répète, hein, vous ne pouvez pas vous échauffer hein, lorsque vous faites des grands marathons comme Paris. Vous rentrez dans les sas à peu près 20 minutes avant le départ. Ça dégage de la chaleur, hein, tous ces coureurs côte à côte. Voilà, alors vous pouvez faire quelques étirements sur place, quelques peut-être sautillements, des contractions, relâcher un petit peu sur place pour chauffer un petit peu, mettre en tension. Mais voilà, vous inquiétez pas, comme Gilles vient de vous le dire, la descente elle est facile, vous freinez un petit peu et puis dès que vous serez à la porte, vous commencerez déjà à être un petit peu chaud. Donc ne stressez pas si vous ne pouvez pas vous échauffer comme vous le faites peut-être habituellement. La gestion de course aussi, Dominique, c'est dans la nuit parce que tu as beaucoup d'athlètes qui stressent. Toi, tu as peut-être connu ce stress en tant que compétiteur de haut niveau avec eh bien, un objectif le lendemain. Eux aussi vont avoir un objectif de vaincre eux-mêmes le marathon étant finisher. Comment vaincre cette nuit qui va être peut-être difficile avec un peu de stress pour bien dormir? Comment on peut la gérer? En effet, le marathon, c'est la seule épreuve où on peut stresser. Même moi, je stressais un petit peu, autant sur un T-board et un SMI, vous le savez tous. On le fait sans problème. Mais ce qui fait le charme du marathon, c'est qu'on ne sait pas comment va réagir notre corps à peu près au bout de 2 heures de course. Il y a une incertitude, vous êtes bien entraîné, que ce soit en 2h10 ou en 4h30, où on s'est bien entraîné, mais comment va réagir notre corps? Et ça, c'est l'incertitude, mais je pense que c'est ça qui fait notre charme du marathon et qu'on peut-être on a envie d'en refaire un. Ça, c'est le petit truc qui peut nous motiver. De jouer avec le feu un petit peu, toujours être sur le fil du rasoir. Voilà, non, soyez sûr de vous, comme je disais tout à l'heure, si vous dormez mal, c'est pas bien grave, et surtout respectez l'allure que vous étiez fixée au départ, ce que vous valez. Voilà, si je vaux 4h15, au dernier moment, tiens, je suis bien dans la descente, j'essaie de faire les 4 heures. Non, ça c'est voué à l'échec à 100%. Essayez de respecter votre tempo. Vous avez vu, ce matin, il faisait un petit peu chaud, on ne sait pas demain s'il fait un petit peu chaud. La deuxième partie du parcours est quand même plus difficile que la moitié. Donc toujours avoir un petit peu de réserve. Toujours, moi, c'est le mental. Le physique, ça y est, vous avez fait, vous êtes bien entraîné. Soyez sûr de vous et ne rajoutez rien de choses que vous ne faites pas d'habitude. Alors ce stress, ça peut provoquer éventuellement quelques problèmes gastriques, des problèmes éventuellement par rapport à des nausées. Alors au niveau de la nutrition, comment on peut aborder pour ceux qui connaîtraient les matins un petit peu difficiles d'un point de vue gastrique?
pour bien être en forme au moment de son marathon et les éviter? Le stress, effectivement, a deux répercussions, donc au niveau gastrique, comme tu l'as bien précisé, et également au niveau de la glycémie juste avant le départ. Donc au niveau gastrique, effectivement, ça peut avoir tendance à accélérer un petit peu le transit. Donc quand c'est ça, ne surchargez pas votre système digestif. Le matin, demain matin, ne testez pas des nouveaux aliments, etc. Voilà, et essayez, effectivement, comme le disait Dominique, de dédramatiser un petit peu la situation, de vous détendre un petit peu. L'autre répercussion du stress, ça peut être au niveau de la glycémie. Quand vous stressez, vous libérez des hormones de stress. Vous la connaissez toutes, il y en a une qui s'appelle l'adrénaline. Cette adrénaline, c'est une hormone hyperglycémiante. C'est-à-dire que ça va faire monter votre taux de sucre dans le sang. On est en hyperglycémie. Quand tout va bien, on n'est pas diabétique, on va sécréter de l'insuline à ce moment-là. Et là, plus vous montez au niveau de la glycémie, plus vous allez descendre bas. Donc vous étiez il y a quelques minutes en hyperglycémie, vous allez chuter en hypoglycémie. C'est peut-être déjà arrivé à certains coureurs ici présents. Des gens me disent, je ne comprends pas ce qui s'est passé, j'étais au départ, j'ai eu un petit coup de moins bien, j'ai eu les jambes coupées, ça peut être ça, c'est une hypoglycémie réactionnelle. Donc pour ça, la solution, c'est vraiment de prendre du fructose. Le fructose, c'est un sucre qui régule vraiment cette glycémie. Donc d'avoir des grandes variations comme ça, elles vont être beaucoup plus légères et ça permet vraiment de maintenir votre énergie avant le départ. Vous avez des boissons d'attente, etc., de glucose, de fructose, surtout, et qui ont pour objectif de maintenir votre énergie justement avant le départ. Alors encore un petit plus, l'organisation ASO met en place les fameux meneurs d'allure. Aussi, ce sont des coachs, ce sont des meneurs d'allure et des animateurs de lyre. Ils sont là aussi pour vous rassurer et vous donner les derniers conseils. C'est-à-dire, on peut imaginer, attention, on arrive au 20e kilomètre, commencez à prendre votre gel parce que derrière, vous allez pouvoir vous ravitailler, etc. Donc vous voyez, les meneurs d'allure, ils sont là. Certains, ce sont des athlètes de haut niveau. Je vois Marie qui vont 2h50 au marathon. Certains ont fait 2h40 chez les garçons. Donc eux, ils sont habitués, pour eux, entre guillemets, ça va être facile de vous emmener sur les tempos que vous voulez. Je répète, il y a 4 meneurs d'allure par quart d'heure, 3h, 3h15, 3h30. Tout ça, c'est un service que l'organisation rend aux coureurs. Vous n'êtes pas obligé de les suivre. Mais c'est toujours des petits plus. On vient de le dire, tous ces petits détails font qu'à la fin, vous pourrez faire votre performance, la vôtre. Alors nous parlions tout à l'heure du départ, on va revenir avec Gilles justement sur cette période du départ. Pour rester bien chaud, on va leur conseiller, parce qu'on peut avoir des pertes énergétiques dès le départ, de bien rester chaud avec un vêtement éventuellement qui vont pouvoir se séparer. Alors c'est vrai, il y a une temps d'attente, je ne sais pas, demain ils ont prévu 10 degrés je crois le matin à peu près, donc bon ça va, c'est encore raisonnable, mais demain pour... Dans les sas, Dominique disait, c'est vrai qu'on est serré, donc ça tient un peu chaud, mais n'hésitez pas à prendre un vieux t-shirt, vous avez votre tenue de course, vous mettez un t-shirt par-dessus, que vous laisserez au moment du départ, que vous retirez 5 minutes avant le départ, et comme ça, ça permet de garder un peu de chaleur au niveau du corps. Après, au niveau donc, de l'échauffement, comme je disais tout à l'heure, au niveau musculaire, alors je sais que des fois sur certaines courses, il y a un peu d'animation, il y a des podiums. Là, on peut être un peu partagé parce que c'est vrai que bouger un peu, sautiller un peu sur place, pourquoi pas, mais il ne faut pas en faire de trop parce que sinon on peut aussi attraper des contractures. Ça serait dommage de se blesser avant le départ. Les muscles ils sont froids, donc si on commence à sautiller sur place, on peut provoquer des micro-lésions au niveau musculaire et puis se faire mal. Donc pourquoi pas bouger un tout petit peu dans le sas, sur le rythme de la musique, avec l'animation qui peut être mise en place, mais avec modération. Voilà. Et pour le départ, je reviens sur les départs tout à l'heure sur l'échauffement, par rapport aussi aux notions d'allure. Sur marathon, on a travaillé une allure à l'entraînement et on la met en application dès les premiers mètres. C'est-à-dire qu'on ne raisonne pas en se disant je vais aller un peu plus vite sur les 2, 3, 4 premiers kilomètres et ça sera ça déjà de gagner. Donc dès les premiers mètres de course, on se cale bien sur son allure. Alors certains vont travailler en se basant sur la vitesse, d'autres vont se baser sur la fréquence cardiaque, mais dans les deux cas, calez-vous bien sur ce que vous avez travaillé à l'entraînement. Demain, il n'y a pas de place à l'improvisation. Normalement, on répète tout ce qu'on a mis en place depuis des semaines et des semaines. Et à Paris, je reviens au départ, vous allez être surpris, vous n'aurez pas fait d'échauffement et vous allez vous rendre compte quand même que tout de suite vous allez être dans votre allure de course et vous allez avoir l'impression que vous avez fait un échauffement. Ça va partir tout seul. Donc soyez hyper vigilants là-dessus. Et comme on le dit souvent sur marathon, moi c'est comme ça que je vois la course, c'est 30 km d'économie
pendant 30 km, on fait tout ce qui est possible pour s'économiser. On est partisan du moindre effort pour que quand la bataille va vraiment commencer aux alentours du Trocadéro, là, on est au 29e, 30e kilomètre, qu'à ce moment-là, on dispose du maximum d'énergie pour pouvoir affronter ce qui fait vraiment l'essence du marathon, c'est-à-dire les 12 derniers kilomètres. Alors justement, on parlait de ce départ, hein, effectivement il est en faux plat descendant, donc ça peut être un léger piège à s'emballer un petit peu. Après, la particularité des quais de Seine dont tu parlais tout à l'heure, c'est ces fameuses montées-descentes. Là aussi, il y a une gestion d'allure à avoir parce qu'on a une tendance à accélérer un petit peu dans la descente, après la remontée au ralenti. Comment on gère tous ces passages pour pas qu'ils soient conséquents derrière sur les kilomètres? Alors bon, c'est vrai que dans la descente, on peut relâcher un peu, on peut laisser la foulée, voilà, on se décontracte. Pensez aussi à ce moment-là de décontracter un peu le haut du corps parce que ça fait déjà des kilomètres qu'on a les bras qui sont toujours dans la même position. Donc n'hésitez pas de temps en temps à relâcher un peu les bras dans les descentes. Après, sous les ponts, voilà, c'est plat, on retrouve son allure de course. Et dans les montées, n'hésitez pas à lâcher 5 secondes au kilomètre. Il n'y a aucun souci. Il vaut mieux aller un tout petit peu moins vite dans les montées. Ça se retrouvera sans problème après sur le plat. Donc, éviter, alors moi je suis assez partisan de la fréquence cardiaque, hein, je croise toujours à l'entraînement la fréquence cardiaque et puis les allures de course. Si vous devez prendre un repère dans les montées, essayez de vous caler au niveau de la fréquence cardiaque et évitez de monter en fréquence cardiaque. Et après, quand vous êtes de retour sur le plat, où vous fonctionnez à la vitesse, vous remettez à ce moment-là sur le critère vitesse. Alors nous avons parlé du début de la course. Rapidement, on arrive à la place de la Bastille avec le premier ravitaillement au bout de 5 km. Dominique, toi qui courais, et puis notre nutritionniste, donnez-nous les informations. Qu'est-ce qu'on fait au 5e kilomètre? On commence à se ravitailler. Alors là, c'est la différence entre un Bekele, ou à la rigueur, moi autrefois, un Bekele qui va courir que 2 heures. Hein. Il va courir en 2h04, 2h05. Hein. Je le répète, hein, c'est un Éthiopien, il a le record du monde du 5 km, 10 km sur piste. Et demain, il va courir un peu plus de 2 heures. Alors lui, son carburant, ça va peut-être être juste, il aura assez d'essence pour faire les 42 km d'un coup. Bon, il va boire quelques gorgées d'eau, mais je pense qu'il va même pas prendre de gel, etc. Vous allez courir 3h30, 4h, 4h30 et vous êtes bien obligé d'aller à la station-service, de rajouter du carburant. Hein. Ça, c'est, j'essaie de faire des métaphores, mais c'est logique. Hein. On ne fait pas tout à fait le même sport. La distance est la même, mais l'organisme ne va pas fonctionner avec pareil entre une Formule 1 et une voiture, une GT Tourisme. Donc voilà, il y a un moment, vous êtes obligé de remettre du carburant. Donc il y a le protocole d'Oversteam, hein, Marion va vous le redire. Moi à mon niveau c'était toutes les demi-heures. Pour moi toutes les demi-heures c'était tous les 10 km, 10, 20, 30 où je prenais une gorgée d'eau. Et en fin de carrière les fameux gels, voilà. Mais j'en prenais que 3. Et vous avez vraiment besoin beaucoup plus de ça. Donc voilà, mais vous avez besoin de remettre de l'essence. N'est-ce pas Marion ? Tout à fait. L'important, c'est vraiment d'épargner jusqu'au bout, le plus longtemps possible, en tout cas, vos réserves de glycogène. Parce qu'effectivement, quand le glycogène va s'épuiser, vous risquez de taper dans le mur. Hein. C'est le fameux mur du 30e. Ça correspond vraiment à l'épuisement de vos réserves glycogéniques. Et du coup, c'est pour ça qu'on vous recommande des gels, et ce, dès le départ, hein, dès le 5e kilomètre. La prise de ces gels, en fait, vous apporte du glucose. Et ce glucose va vous permettre de faire fonctionner la machine, les muscles, etc. sans trop puiser dans vos réserves de glycogène. Donc vous pouvez les épargner et sachant que de toute façon vous terminerez le marathon avec des réserves de glycogène très, très basses, voire complètement épuisées, quoi. Donc vraiment pensez à ça. Je vois souvent sur les stands des gens qui me disent qu'est-ce que je dois prendre quand je suis vraiment mort? Et moi je pars toujours du principe inverse, je vous conseille plutôt de prendre ça avant d'être mort. Voilà, toujours la prévention, quoi. On épargne ses réserves de glycogène pour pouvoir aller le plus loin possible dans l'effort. Et pour compléter ce que Marion vient de dire, on commence à se ravitailler dès les premiers ravitaillements. On n'attend pas d'avoir soif, on n'attend pas de... Voilà, c'est dès le début de la course qu'on porte une attention toute particulière à l'entretien de ces stocks de glycogène et on n'attend pas le 10e, le 15e kilomètre pour le faire. Permet de rajouter quelque chose effectivement par rapport à l'hydratation. Quand vous ressentez la soif, vous êtes déjà déshydraté à 1 ou 2%. Et ça, c'est vrai qu'une déshydratation déjà amorcée, c'est toujours difficile à rattraper en fait. Hein. Vous ne la rattraperez pas. Donc c'est vraiment important effectivement de vous ravitailler et de boire dès le début de l'épreuve.
Allez, j'étais en train de regarder ma montre, justement, alors certains d'entre vous courent à la fréquence cardiaque, Gilles en a un petit peu parlé. Alors, un marathon se court à peu près à quelle fourchette de la fréquence cardiaque maximale? On peut le répéter pour les gens, si vous voulez courir avec votre cardio. Gilles, allez, on y va. Alors en début de marathon, vous serez proche des 80%. Il ne faut pas vraiment dépasser les 80%. Et à la fin du marathon, vous allez vous retrouver à 85, voire peut-être certains à 90% de la fréquence cardiaque, parce que à partir du 30e kilomètre, normalement, vous allez avoir une dérive cardiaque qui va vraiment s'installer et qui va faire que vous allez monter en fréquence cardiaque sans que votre vitesse de course, elle, augmente. Donc il faut prévoir cette dérive cardiaque. Si vous commencez trop haut, si vous vous retrouvez déjà trop haut au 20e kilomètre, ben après vous n'allez plus pouvoir monter en fréquence. Et donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, les 30 premiers kilomètres, normalement, ça doit ronronner, c'est-à-dire vous avez travaillé une allure. À cette allure-là, vous étiez à 80% de la fréquence cardiaque. Alors, après, quand on a l'habitude, on ne parle plus en pourcentage de fréquence cardiaque, mais on a vraiment la valeur de la fréquence cardiaque, par exemple 150 pulsations, et on essaye de s'y maintenir le plus longtemps possible. Et notamment quand on remonte les tunnels, comme Harry, tout à l'heure, tu posais la question, à ce moment-là, on essaie de rester calé le plus proche possible de cette fréquence cardiaque-là. Et ensuite, de toute façon, à partir du 30e, la fréquence cardiaque va de toute façon augmenter de manière inexorable. Et en général, moi, le repère que je donne aux coureurs que j'entraîne, je leur accorde, parce qu'on arrive vraiment à déterminer à 2-3 pulsations près à quelle allure et à quel régime cardiaque ils doivent être. Je leur accorde 2 pulsations par tranche de 2 pulsations par tranche de 5 km. Donc par exemple, je sais, j'ai un coureur qui va finir à 165 pulsations. Il va arriver à peu près au 30e kilomètre à 155 pulsations. Je sais qu'il y a un delta de 10 pulsations qui va répartir sur le reste de la course. Et en général, ça marche bien et ça évite de se prendre le mur au 35e kilomètre. Alors là, c'était... Il est bon le coach, hein, ouais, il a le prof de PS, vous voyez, hein, c'est... Alors moi, pour donner un ordre d'idée, je courais un marathon à peu près mon seuil était très très haut, hein, près de 90%, 88-90, terminé à 92% de cette vitesse. Bekele, demain, pareil, il va courir à une vitesse très très haute pendant longtemps et pouvoir tenir. Mais là, on est, je vous dis tout à l'heure, un petit peu un autre sport, enfin, une autre spécialité de courir très très vite. Alors après l'effort, on dit souvent le réconfort. Alors j'ai peur de poser la question à Chocho parce que le connaissant, après l'effort, je me demande même s'il va pas faire la fête. Après l'effort, on aura les réponses sérieuses quand même. Ah oui, parce que comme je suis au Versteam, j'ai pas le droit de dire de boire une bière à l'arrivée. Alors j'ai pas le droit de le dire parce que personne nous écoute. Enfin ça y est, c'est dit. Non, alors vous franchissez la ligne d'arrivée. Surtout continuez à marcher, hein. Vous êtes fatigué, ça y est, il y a le petit contre-coup, 30 secondes, 2-3 minutes après, on a des petits vertiges. Continuez à marcher, vous allez avoir une petite couverture de survie, vous continuez à marcher parce qu'on va vous faire marcher beaucoup, hein. 500 mètres, 800 mètres pour aller voir se faire masser, etc. Donc, alors on peut s'étirer tout gentiment sur une marche de trottoir, mais vos fibres sont abîmées, donc en général on ne fait pas d'étirement. Hein, vaut mieux attendre d'être à l'hôtel et se jeter dans la baignoire à bon bain. Ça, c'est plus important. Et puis, naturellement, se réhydrater. Alors là, je vais redonner le micro à Marion, se réhydrater, hein, des eaux alcalines, vraiment pour... alors attention de ne pas prendre n'importe quoi d'un seul coup. Moi, ça m'est arrivé. Allez vite, on a envie de sucrer, on va boire un coca, un machin comme ça. Et là, c'est les vomissements assurés quelques minutes plus tard. Voilà Marion, voilà, j'ai fait le marathon, 4h15, je suis fatigué à la fin, je fais quoi? J'ai soif, je fais quoi Marion? Alors, après l'effort, le réconfort, je suis d'accord, je suis également sportive, donc je ne vais pas vous dire le contraire. Par contre, il y a un moment vraiment à saisir pour accélérer votre récupération, c'est juste après l'arrivée. Il faut savoir que l'organisme est bien fait finalement. Après, à la fin de l'effort, il y a ce que l'on appelle des fenêtres métaboliques qui s'ouvrent. En fait, ce sont des moments, c'est vraiment dans la durée, où l'organisme est apte à se régénérer plus rapidement. Donc ces fenêtres métaboliques, il faut vraiment les saisir. C'est-à-dire que jusqu'à, on va dire, 2 heures après l'arrivée, là, faites attention et à la limite, vous lâchez un petit peu après. Ça, je suis pas contre. Ce qu'il faut faire, voilà, je ne suis pas si borné que ça, hein, Dominique, malgré ce que tu peux dire. Mais Dominique, c'est presque pour ça qu'ils aiment le marathon, parce qu'il faut se lâcher après, en fait. Alors moi quand même la partie sérieuse, donc pendant ces fenêtres métaboliques, donc juste après votre arrivée, pensez déjà à bien vous réhydrater. Hein. Vous avez forcément transpiré, vous avez perdu pas mal de liquide, donc là il faut vous réhydrater.
À l'entraînement, là, c'est vraiment trop tard, mais ça peut être une petite astuce pour vous. Vous pouvez vous peser avant et après l'entraînement. Mesdames, je suis désolée, mais ce que vous avez en moins sur votre balance après l'entraînement, ce n'est pas de la masse grasse, mais c'est plutôt de l'eau que vous avez perdue. Donc vous pourrez regarder si effectivement vous transpirez beaucoup ou pas. Et il faut savoir que nous, en diététique, quand vous perdez entre guillemets 1 kg, donc après l'effort, on a tendance à dire que c'est 1 litre d'eau. Et il faudrait reboire 1,5 litre de liquide pour compenser ça. Vous voyez, c'est facteur 1,5 pour vous donner une illustration. Donc le premier point, c'est vraiment la réhydratation après l'effort. 4 bières, voilà, ouais, Dominique a tout compris. Avec cette réhydratation, vous compensez aussi vos pertes minérales. Avec la transpiration, on perd pas mal de minéraux, donc ça, il faut penser à reprendre du sel, ça peut être même du calcium, etc. après l'effort. Le troisième point, on va dire, c'est que vous avez utilisé vos réserves énergétiques, il vous manque vraiment du glycogène, etc. Et bien ça, il va falloir penser à refaire vos stocks énergétiques. Ça passe par un apport de glucides, ce qu'on appelle communément entre guillemets les sucres. Et enfin, au niveau musculaire, même si effectivement on n'est pas sur un parcours avec du dénivelé, vous pouvez quand même casser certaines fibres musculaires par l'effort et au niveau énergétique. Donc ces fibres musculaires, vous les régénérez avec des protéines. Voilà, donc bien vous réhydrater, les minéraux, les glucides, les protéines. Tout ça, effectivement, une boisson, ça passe bien, c'est liquide après l'effort, il y a moins d'efforts digestifs, donc c'est vraiment ce que je vous conseille. Il y a la boisson de récupération qui est très complète, ça passe bien après l'effort. Faites attention à ça juste après, et voilà, au moins vous avez l'esprit tranquille pour vous faire plaisir après. Voilà. J'ai eu peur parce que ça fait 3 jours que vous mangez des pâtes et après le marathon, on vous dit de remanger des pâtes et franchement, vous n'en avez pas envie. Et en effet, je crois que c'est le corps qui réclame. Et comme par hasard, moi, après des efforts comme ça, un certain nombre d'heures après, c'est-à-dire le soir, qu'est-ce que j'avais envie? J'avais envie d'une bonne viande rouge, comme par hasard, pour refaire du muscle, des protéines. Vous voyez, j'avais envie d'un steak frites parce que ça faisait tout le protocole des semaines d'avant. Donc c'est le corps qui réclame. Lorsque vous faites des sorties longues, vous avez envie de sucre lent, de pâtes. Et lorsque vous avez fait un effort comme ça, vous avez cassé des fibres musculaires et votre corps vous réclame de réparer ça. Et comme par hasard, on a envie de viande. Enfin, moi, c'est mon cas en tout cas. Donc un bon steak frites le soir avec une bière, je ne sais pas si c'est bien ça. Mais attention, il y a lundi, mardi et mercredi. Revenez sur un système très traditionnel parce que la perte d'eau va se récupérer sur 2 ou 3 jours à peu près, Marion. Vous allez peut-être perdre 3 kilos à l'arrivée de la course, vous allez vite en récupérer plus de la moitié le soir même, et puis ce qui va vous manquer sur les 2-3 jours à venir. Allez-y, dans le public, si vous avez des questions à poser, vous levez la main. C'est un débat light chez Oversteam. Alors, nous allons parler de la phase après-course au niveau nutrition, au niveau de l'entraînement. Comment on récupère de cet effort et après, derrière, faut-il avoir une phase où on va complètement se reposer ou au contraire une petite activité? Dis-nous tout sur la phase après le marathon. Alors, après le marathon, c'est vrai que Marion a donné les conseils au niveau, on va dire, diététique, hydratation. Durant l'entraînement, il y a une information, là, je ne sais pas si vous avez fait attention, qui est importante, c'est que dans les 2 heures qui suivent aux sorties longues notamment, c'est là qu'il faut vraiment recharger les batteries. Si vous le faites au bout de 3-4 heures, ça se fera aussi, mais pas de manière aussi efficace. Donc retenez bien ça, même si après le marathon, en effet, on ne va pas partir tout de suite sur un nouvel effort, mais à l'entraînement, respectez ce principe-là et déjà vous aurez une recharge glycémique beaucoup plus efficace. Alors pour revenir à ta question, après un marathon, il est temps de laisser le corps au repos, avec tous les efforts qu'il a consentis durant la préparation, plus le jour de la course. Il est absolument nécessaire de récupérer. Alors moi je sais, il m'est arrivé déjà d'avoir des coureurs qui, donc le marathon a lieu le dimanche, qui viennent me voir le mercredi à l'entraînement, ils me demandent Gilles, qu'est-ce qu'on fait? Je ne lui parle même pas, c'est pas possible. Il est impossible ça serait pas raisonnable de vouloir enchaîner tout de suite derrière. Parce que ce qui se passe souvent sur un marathon, alors le lendemain vous avez mal aux jambes, le surlendemain vous avez encore mal aux jambes, le mercredi ça commence un peu à se dissiper, et puis il y a un petit phénomène de surcompensation. Alors on va pas rentrer dans l'explication, mais qui fait que tout d'un coup vous avez votre niveau, votre potentiel qui remonte tout d'un coup, on a des sensations qui reviennent, et puis on se dit ça y est, j'ai déjà récupéré nos marathons. Alors on a envie de remettre les baskets et puis repartir sur un nouvel entraînement. Mais souvent celui qui reprend trop tôt, ça va aller peut-être pendant 15 jours, 3 semaines, et puis 1 mois, 2 mois après, il y a un méga coup de barre,
Et puis ils viennent nous voir, nous entraîneurs, ils nous disent mais je comprends pas, j'avais bien récupéré, tout d'un coup là, ça va plus du tout, il n'y a plus du tout la forme. Et quand on regarde comment il a récupéré de son marathon, ben on se rend compte que finalement la récupération a été négligée. Donc si vous voulez gagner du temps pour la suite de votre saison, prenez vraiment le temps de récupérer. Et alors moi voilà le schéma que je donne en général, c'est une semaine de repos complet et aucune activité physique, c'est-à-dire pas de course à pied, pas de natation, pas de vélo, rien du tout. Pendant une semaine on laisse les chaussures au placard. Éventuellement, si vous sentez que vous êtes encore fatigué, il n'y a aucun souci à rajouter une semaine. Maintenant, si au bout d'une semaine, vous voulez faire une activité physique, ben, reprenez un sport qui soit, qui soit porté, oui, c'est-à-dire par exemple le vélo, la natation. Voilà, vous faites ça de manière légère. Et éventuellement, au bout de 15 jours, si vous ressentez plus de traces de fatigue au niveau de l'organisme, alors à ce moment-là, vous pouvez reprendre le footing de manière tranquille. On reprend 15 jours pour mettre en route. Et au bout de 15 jours, si tous les voyants sont verts, s'il n'y a pas de fatigue générale qui est encore présente, alors là, on peut repartir sur un nouveau plan et une nouvelle préparation. Donc, grosso modo, c'est une semaine de repos complet, une semaine éventuellement de reprise d'activité, mais annexe pour le plaisir, et ensuite, ben, une reprise en douceur pendant une quinzaine de jours. Et je pense que toi, Dominique, c'est ce que tu faisais, c'est ce que tu mettais en application. 2 fois dans l'année, donc après un marathon, j'étais 10 jours à 0, comme il vient de dire, hein, 0, c'est-à-dire voilà, je faisais le marathon de New York, et les 10 jours qui suivaient, 0, c'est-à-dire je profitais de faire autre chose dans la vie, il y a toujours une peinture à finir dans un coin, etc. La vie de famille, redonner un peu de priorité à la vie de famille, parce que l'investissement que vous avez mis pendant 2 ou 3 mois, mine de rien, c'est tout le monde hein, qui subit les conséquences, mais même si tout le monde joue le jeu, donc c'est bien de jouer le jeu dans l'autre sens. Donc pendant 10 jours, laissez tomber la course à pied pour repartir gentiment. Et vous voyez, en 10 jours, on ne perd pas tant que ça. Donc là aussi, c'est pour la suite de votre carrière hein, qu'on vous dit ça. Hein, parce qu'on pourrait imaginer de faire un 10 bornes de marathon une semaine après. Hein. Ça m'est arrivé, mais des fois, il bouge un peu. On ne vous le conseille pas. Nous allons aborder avec vous trois les points importants avant, pendant et après l'effort. Alors peut-être que vous avez des questions. Je vais venir parmi vous. Levez la main si vous souhaitez poser des questions à nos intervenants et vous allez pouvoir échanger avec eux durant les derniers instants de cette conférence. Peut-être quelques informations encore, Dominique, avant de prendre les questions. Allez, les petites questions. Allez, première question avec vous. La course, les fruits secs, c'est bon. Les fruits secs pendant la course. Avec un niveau de combien à peu près, toi par exemple, ton niveau? 4 heures. 4 heures, si effectivement vous partez avec des gels, c'est suffisant. Après, à vous de voir. D'accord. Après, à vous de voir s'il y a un entraînement, etc. Les fruits secs passent, quoi. À l'entraînement, ça passe, ouais. Ben, en fait, par rapport à cette question, le jour de la course, comme je disais tout à l'heure, on n'improvise rien. Donc si ça marchait à l'entraînement, on ne change pas ses habitudes, on reste sur ce qu'on a validé. Ça sert aussi à ça l'entraînement. Après, je ne sais pas si c'est ton premier marathon ou... Alors, après, ça fera partie des questions à se poser à l'issue du marathon. Si jamais ça s'est bien déroulé, si tout s'est passé correctement, s'il n'y a pas eu de fringale, s'il n'y a pas eu de coup de barre, c'est validé pour les prochaines fois. Maintenant, si à l'inverse, il y a eu un méchant coup de barre, il faudra regarder si ça ne vient pas d'un problème de ravitaillement en route, en course, ou un problème d'allure. Voilà. Et là, on pourra valider si vraiment les fruits secs étaient vraiment adaptés à vous. Voilà. Allez, nous allons prendre une autre question. Pour la boisson, est-ce que judicieux d'emmener sa boisson pour une bourse en marathon ou sera vétérinaire? Alors les questions pour les boissons, de savoir si on emmène ces petites fioles éventuellement avec les produits qui vont bien dans la boisson. Vaut mieux avoir son propre ravitaillement, ce qui permet peut-être de se ravitailler au-delà des 5 km parce que c'est vrai que l'organisation met des ravitaillements tous les 5 km. Donc est-ce que c'est conseillé d'avoir son ravitaillement sur soi en boisson? C'est pareil, ça va dépendre. Est-ce que vous partez avec des gels ou pas en fait hein. Ils apportent également de l'énergie, la boisson en apporte aussi. Donc vous pouvez prendre les gels et vous compléter avec de l'eau sur les ravitaillements. Hein. Ce sera proposé sur les tables. Les bouteilles. Oui, au niveau des gourdes, enfin pour moi, hein, vu que l'organisation met à disposition des bouteilles tous les 5 km, il ne faut pas s'encombrer, il ne faut pas s'alourdir avec des bouteilles d'eau sur soi ou des gourdes. Il y a largement de quoi s'hydrater correctement avec une petite bouteille d'eau tous les 5 km.
Donc non, il ne faut pas s'embarrasser avec ces coureurs. Enfin, c'est mon avis. Hein. Toujours pareil, je ne veux pas non plus dire qu'il ne faut pas en prendre parce que s'il y a des coureurs qui ont l'habitude... S'il y a des coureurs qui ont l'habitude de courir comme ça, qui ont validé leur protocole comme ça, bon, il ne faut pas les mettre en l'air. Voilà. Alors avec une autre question à mes côtés. Oh, les meneurs d'allure, il y a un débat là. Oh là là, on s'est calme, on s'est calme. Et vous pouvez crier, de toute façon dans les photos, c'est pas enregistré. Allez, les questions sur les derniers conseils diététiques. Bonjour au gars du Mans là-bas. Voilà, Clarisse. Clarisse. Allez, vas-y, les questions. Les marathons, à la fin de la course, j'ai beaucoup de fabriqués. Alors il faisait chaud ce jour-là. Ouais, la chaleur, on est vraiment sujet au vomissement lorsqu'il fait chaud. Il demande est-ce que c'est à cause... Il faisait chaud ce jour-là et il a eu des vomissements. Il demande si c'est à cause des gels. Personnellement, j'ai vomi aussi à une époque où je prenais pas de gel. Donc je suis pas sûr que ça soit les gels. Hein. Donc en effet, lorsqu'il fait chaud, il y a moins de choses qui passent hein, parce que la circulation sanguine est occupée à refroidir le moteur et s'occupe dans le muscle. Donc le système digestif ne marche plus. Donc moi j'ai vomi rien qu'avec de l'eau. Alors vous voyez, hein. Mais ça c'est souvent la chaleur. Hein. Également, du coup, quand vous prenez les gels, donc la texture gélifiée, la classique, pensez à prendre 1 à 2 gorgées d'eau après. Profitez justement des tables de ravitaillement. Le gel, en fait, pour vous expliquer, c'est vraiment une énergie concentrée, donc c'est très pratique à emporter parce qu'effectivement, voilà, on a ça sur soi, c'est assez léger, etc. Par contre, au niveau de l'estomac, cette énergie a besoin d'être diluée. Donc nous, on le conseille sans cesse, buvez 1 à 2 gorgées d'eau après chaque gel. Voilà. Maintenant, vous avez également des gels liquides aussi, qui passent très bien. Ouais. Et au niveau de la gestion des gels, c'est relativement simple. Hein. À 200 mètres du ravitaillement, il suffit de prendre son gel, de l'absorber. Et puis à ce moment-là, on profite du ravitaillement en eau pour se rincer la bouche. Alors moi, je sais que personnellement, quand je cours, je garde la petite bouteille avec moi pendant 300-400 mètres pour boire quelques petites gorgées, tranquillement. Et je m'en débarrasse. Des fois, je fais même 500 mètres avec la bouteille d'eau dans la main. Quoi. Et ça permet de bien se rincer la bouche. Et puis comme elle a dit Marion, d'éviter qu'il y ait une trop grande concentration de sucre au niveau de l'estomac et qui a tendance à ralentir la vidange gastrique aussi. Donc ça peut, s'il y a trop de sucre et pas assez d'eau à porter, ça peut augmenter la concentration de sucre dans l'estomac et ralentir la vidange gastrique. Nous allons prendre une nouvelle question. Tout à l'heure de garder ses ressources pour 37 km. Ça veut dire que le négatif split n'est pas recommandé alors. Que pensez-vous du négatif split hein, je sais pas si... Voilà, alors, déjà d'être régulier sur un marathon, c'est déjà un bel objectif. Voilà. Donc bien sûr, hors de question de prendre de l'avance en prévision de l'arrivée, mais quelqu'un qui arrive à être hyper régulier au niveau de la vitesse, sachant, comme je disais tout à l'heure, qu'à un moment donné la fréquence cardiaque, elle va dériver. Si on arrive à respecter ça, c'est déjà super bien mené comme course. Alors au niveau, je reviens sur la fréquence cardiaque, quand je disais que mes coureurs, je leur donnais un plan de course très précis à la pulsation près, c'est vrai et c'est faux, c'est-à-dire qu'à partir du 38e kilomètre, je leur dis, vous débranchez tout, sur les 4 derniers kilomètres, après c'est résister contre la baisse de la vitesse et c'est d'utiliser le reste de son énergie pour aller jusqu'à l'arrivée. Un bon coureur qui a bien réglé son affaire, normalement il doit commencer à sortir la fringale à 100 mètres de la ligne. C'est comme la Formule 1 qui devrait tomber en panne une fois la ligne d'arrivée franchie. Le coureur, c'est un peu la même chose. Après le dosage, le bon régime moteur, je dirais que sur un premier marathon, c'est pas toujours facile à trouver, mais au bout de 2-3 marathons, moi, les coureurs notamment que j'entraîne, on sait à 5 pulsations près régler tout ça. Ça s'apprend et puis à force d'essayer à l'entraînement, de tester, au final, et en croisant ce qui s'est passé en course, on arrive à trouver vraiment les bons régimes moteurs qui soient adaptés à chacun. Et c'est pour ça, Dominique, tout à l'heure, il me demandait quel pourcentage de fréquence cardiaque. Je dirais qu'au bout d'un moment, on ne s'occupe même plus du pourcentage, on s'occupe vraiment de la pulsation. Il n'y a pas plus, hein? D'autres questions? N'hésitez pas à lever la main si vous avez d'autres questions là-bas. Du coup, à Dominique est tellement populaire qu'il y a des personnes qui font coucou, on croira qu'ils vont poser des questions. Là, par contre, monsieur, c'est pas vous posez bien une question. Pour savoir en ce qui concerne de s'arroser avec de l'eau, en forte chaleur, est-ce qu'il y a un conseil sur les cheveux, sur les visages?
Ouais, le système nerveux, il est derrière la nuque. Hein. Donc l'idéal lorsqu'il fait chaud, c'est le style bandana. Alors ouais, c'est bien parce que c'est chaud et tout, la casquette humidifiée. Donc ça, on peut le voir à la marche, lorsque vous voyez Johan Diniz aux 50 km marche, ils mettent des glaçons sous leur casquette, carrément pour bien rafraîchir au système nerveux. Donc en effet, derrière la nuque, les avant-bras, le dessus des cuisses, vraiment il fait très très chaud. Hein. Donc là, ou sur la tête, oui, s'asperger. Et puis toujours sous force de chaleur, des couleurs claires. On ne court pas avec un t-shirt noir lorsqu'il fait chaud, hein. Ça attire la chaleur, donc des couleurs claires, du blanc naturellement, la casquette, la chaleur. Le bandana c'est bien parce qu'on peut l'humidifier. Tu as raison, hein, tout ça c'est des petits détails importants, mais vous buvez le verre et les dernières gorgées sur la tête, c'est un petit plus. Faites attention de ne pas vous en mettre trop sur les pieds, les chaussures. Et les meneurs d'allure, on vous attend à la caisse d'épargne, hein. Allez-y pour la photo. Au niveau de cet arrosage, justement, demain, par contre, les conditions restent quand même fraîches, 10-12 degrés. On peut avoir chaud, il y a un athlète qui pourra avoir chaud quand même. Est-ce que dans ces cas-là, malgré tout, il ne faut pas s'arroser ou on s'arrose quand même malgré tout? Alors s'il n'y a pas besoin de s'arroser, si on sent que ça va bien, il y a de l'air frais, bon, on ne s'arrose pas, hein. Ça ne sert à rien d'avoir un maillot trempé qui au contraire pourrait faire un peu frais et puis des problèmes au ventre. Hein. Alors, s'arroser, c'est vraiment lorsqu'il fait chaud. Alors, chaud pour moi, c'est 20 degrés et plus, quoi. Là où il se passe des choses, c'est à partir de 17-18 degrés. Hein. Lorsqu'il fait 18, 19, voire 20 degrés, je pense que 20 degrés, là on commence à se déshydrater et puis la performance a plutôt tendance à diminuer. Hein. On va battre son record entre 10 et 15 degrés. Après, ça risque d'être un petit peu plus compliqué de battre son record personnel parce que faut lutter contre refroidir le moteur, toujours. Et notamment par rapport à la chaleur, là, des fois on voit les coureurs dans les sas, donc notamment demain il va faire 10-12 degrés. Demain on a des températures idéales pour courir. Hein. On sait que d'un point de vue température extérieure, les températures idéales c'est aux alentours de 10-12 degrés. Pensez aussi à permettre à la chaleur à être évacuée. Si vous partez avec un collant, alors c'est pas demain qu'il faut changer vos habitudes, hein, comme je disais tout à l'heure, mais courir avec un collant 42 km, c'est peut-être pas la meilleure façon de refroidir le moteur. Pareil, au niveau des t-shirts, évitez de mettre 3 couches de t-shirt sur la peau. Il vaut mieux avoir un tout petit peu frais en début de course et puis après être à l'aise pendant son effort. Donc pensez à ça aussi, hein, au niveau de la tenue. Un peu de fraîcheur au départ, c'est pas négatif. Et puis demain, normalement, on a une température extérieure idéale pour courir. Si ça se maintient. Alors il y a une question ici sur les chaussettes de contention. Moi je vous avoue, pendant le running expo j'en pense parce que ça permet de bien récupérer, donc quoi. Et les chaussettes de contention pendant la course, est-ce que les conseils, les recommandations, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Alors naturellement, si vous avez des varices, des retours veineux pour mesdames entre autres, ou lorsque vous êtes vétéran, vous avez mal au mollet parce que vous amortissez un petit peu moins les chocs, on peut mettre des manchons de contention, hein. Oui, c'est de la cheville jusqu'au genou, pourquoi pas. Mais si vous n'en avez pas besoin, parce que tout va bien, on ne met pas des manchons pour mettre des manchons. Hein. Voilà, ça aussi c'est encore un plus. Hein. On a parlé des gels, de chez Oversteam, les manchons pour mieux récupérer. Alors il y a les chaussettes de récupération, ça c'est un plus. Hein. Donc 2 heures après, enfin pendant les heures qui suivent, mettre des chaussettes de récupération, ça c'est un plus. Hein. Le lendemain on a moins mal aux jambes. Hein. Tout ça c'est des conforts en plus. Hein. Naturellement, il y a du marketing, mais derrière, c'est quand même des plus. Hein. Les manchons, oui, peut-être. Les chaussettes de récupération, faites-le à tout prix. Hein. Mais là aussi, comme à la nutrition, on ne s'essaye pas demain. C'est-à-dire les manchons, on les a essayés lors tout à fait, avant, ouais. et pas le jour de la ouais, on n'achète pas des manchons là pour dire demain. Alors, au pire, on peut les baisser, c'est-à-dire on court avec des manchons, puis on voit bien que ça ne va pas, hop, on les rebaisse aux chevilles. Hein. Mais tout ça, ça s'essaie là aussi. Tout ça, c'est de la logique. Hein. Harry a raison. Hein. On n'essaie pas des choses qu'on a achetées là aujourd'hui au salon pour les essayer demain. Allez, on va bientôt arriver à la dernière question parce que ça enchaîne sur le podium de ISO Challenge. Allez là-bas, peut-être pour l'une des dernières questions. Je fais 3,42 ou je sais de faire 3,41, enfin bref, pour arriver à 3,40, je vais suivre le ballon 3,45 ou 3,30. Ah non, pas le 3,30. Hein. Et juste pour finir, la proposition, plutôt que de faire partir 4 ballons à 4 drapeaux tous les quarts d'heure, en faire un partir tous les 5 minutes, il y a des milliers de gens, non, c'est pas possible. Alors ça, c'est pas possible parce qu'il y a des départs par vague.
justement. Alors, c'est-à-dire, il y en a qui peut, le temps d'après, il peut partir avant l'autre, etc. Ça peut être 5 minutes, c'est trop, les flammes, les gens vont être mélangés, surtout au début. Ça ferait un peu d'écart. Alors là, dans les sas, hein, vous rentrez dans les sas, il y a un meneur d'allure devant à droite, un autre à gauche, et puis derrière, pareil, ils sont répartis comme ça. Mais le fait qu'il y a des départs par vague, ça complique un petit peu la gestion des meneurs d'allure. Ah oui, tous les 5 minutes, on n'en finit plus. Ah bah oui, mais faut que tu te trouves un meneur d'allure rien que pour toi. Comme quoi, tu vois, il y a de plus en plus de besoins, Dominique. Tu as créé les meneurs d'allure et maintenant on demande encore plus de meneurs d'allure. Comme quoi, ils ont du succès. Non, Hein. mais en tout cas, ne suis pas le 3h30, ça c'est sûr. Hein. Alors que tu es entre deux trucs, et bien tu te débrouilles, hein. Faut pas que le 3,45 te double, et puis c'est tout, quoi. Alors, est-ce que la tactique, c'est je ne m'occupe pas du tout du meneur d'allure, ou est-ce que je peux partir sur des bases de 3,45, ce qui va être normalement inférieur à mon rythme, et c'est sur la fin que j'accélérerai? Oui, mais de là, gagner 5 minutes, ça fait beaucoup. Donc, s'il le fait, 3,42, 3,43. il va faire 3,42, 3,43, parce qu'il va peut-être gagner à partir du 30-32e, comme c'est là où le marathon démarre, s'il est bien. Et il va gagner 2-3 minutes, mais gagner 5 minutes dans les 10 derniers kilomètres, ça voudrait dire qu'il donne vraiment un changement d'allure assez phénoménal. Hein. Donc voilà, lui il est plutôt entre deux eaux. Hein. Oui, il faut rester, il faut mener sa course et gérer son allure par rapport aux 3h45 et faire abstraction, pardon, excusez-moi, des meneurs d'allure. Il faut gérer soi-même. Bon, c'est faisable. Et puis s'entraîner pour faire 3,30, comme ça on sera avec un meneur d'allure à nouveau. Non mais une fois de plus, c'est vrai que les meneurs d'allure, c'est une super idée, mais si on se retrouve entre deux groupes, ben, il faut apprendre à gérer tout ça. Enfin, vous l'avez fait à l'entraînement, il n'y avait pas les meneurs d'allure, donc il n'y a pas de raison que le jour de la course, voilà. Il n'y a pas de raison que ça passe pas le jour de la course. Comme on parlait tout à l'heure, hein, c'est un confort. On parlait de confort par rapport à certains produits. Bien, les meneurs d'allure, c'est un confort pour, si vous avez la chance d'évoluer autour d'eux, ils vont vous apporter cette régularité. Si malheureusement vous vous en passez, et ça peut arriver de toute façon sur d'autres courses, car malheureusement il n'y a pas de meneurs d'allure partout, et bien c'est important de connaître quand même vos allures. Une dernière question. Allez, on prend la dernière question. Pour qui? Et tandis que passe devant nous, regardez bien ce monsieur-là, il s'appelle Raymond Laure. C'est le premier organisateur du marathon de Paris. Et c'était en quelle année, Raymond? 1966. Et écoutez bien. Combien vous étiez au départ en 1976? Écoutez bien, je dévie un peu du débat. Écoutez, 58. 58 coureurs. Et ça se passait où le parcours? Écoutez bien. En Boulogne. Dans le bois de Boulogne, parce que voilà, monsieur Raymond Laure était président du Stade français, enfin pour des problèmes un peu politico-sportifs. Il a organisé une course sur route, hein, c'était le président de Guy Dru, qui était champion olympique à l'époque du 110 mètres. Ouais, il a organisé une course sur route dans le bois de Boulogne, plusieurs tours, peut-être 4 tours de 10 km. 4 tours de 10 km, ils étaient 58. Et aujourd'hui, vous êtes 40 000, bravo monsieur Raymond Laure. Alors je vous dis pas son âge, mais c'est un gamin. Il a une licence de cadet ou de junior, je sais plus. Alors question, est-ce qu'à 90 ans on peut faire le marathon? Regardez-le, il est encore vaillant. Oui, on va répondre. Merci Raymond. Je reste à votre disposition toute l'après-midi pour des questions nutrition. Voilà, je serai sur Standover Steam si ça vous intéresse. Pas de souci. Eh bien, et moi pareil, si je veux rester là au pied du podium, s'il y a certaines personnes là qui veulent venir poser des questions, c'est avec grand plaisir que je prendrai un peu de temps à essayer de les renseigner. Voilà. Ouais. Dominique du Iboud. Genre, vous applaudissez bien fort nos intervenants, Gilles Dorval, notre coach entraîneur, avec Mario Roussel, notre nutritionniste et diététicienne. Et est-ce que j'ai encore besoin de le présenter, Dominique Chevalier, qui nous fait l'ambiance tous les jours. Et c'est vous qu'il faut applaudir, donc ayez confiance en vous. Les jeux sont faits, voilà, donc vous ne pouvez plus rien changer. Donc bonne nuit à tous et bon marathon demain. Et restez avec nous, effectivement.